Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Jean Quatremer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et éditorialiste et essayiste. Vous êtes depuis 1990 le correspondant européen de Libération à Bruxelles. On vous voit aussi sur LCI où vous êtes chroniqueur, des chroniques qui depuis le 7 octobre détonnent un peu avec l'antisionisme ambiant. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi de défendre, comme vous le faites, l'Europe ? L'Europe, je suis lorrain, donc je suis un homme des frontières. Ouais. Et, vous êtes né à Nancy, hein ? Je suis né à Nancy, et donc on a vu passer les Allemands en 1870, en 1914, en 1940. Donc forcément, vous devenez européen. C'est quelque chose que vous avez dans vos tripes. J'appartiens à une génération qui est née immédiatement après la guerre, et dont mon père, mais ma mère, a connu la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait que l'Europe est une nécessité. Une nécessité. Et donc cette europhilie, elle est due quelque part à votre héritage familial. Évidemment, on a l'Europe au ventre. Comme ce que disait Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois et ancien président de la Commission. Et il disait exactement la même chose, c'est-à-dire, voilà, moi, l'Europe, ça ne se discute même pas, c'est dans les tripes. Et ce que dit aussi Simone Veil, voilà. Et justement, Jean Quatremer, quelques mots d'abord sur votre parcours. Vous avez passé une partie de votre jeunesse, jusqu'à 15 ans, en Algérie, où votre père était médecin militaire. Quel souvenir vous en avez gardé, parce que c'est le principe de l'émission, de parler du parcours de l'invité. Donc, quels souvenirs vous en avez gardé et quels souvenirs vous gardez de l'Algérie, de l'après-indépendance, si vous avez des souvenirs encore en tête. Vous étiez très jeune, mais vous êtes resté en Algérie jusqu'en 1972, donc vous avez vu des choses. Voilà, ça, jusqu'à 14 ans, la veille de mes 15 ans, effectivement. Mon père était médecin militaire, donc il a été détaché dans la Légion. Il a fait 2 ans dans les Aurès, et ensuite il a fait venir sa famille, et il avait choisi Abadla, qui est une ville à peu près à 800 km au sud d'Oran, en plein Sahara. C'est-à-dire, je suis avant... Ça, j'ai pas vous avez le type. J'ai le type, voilà, je suis un homme du désert. C'est-à-dire que mon père, moi j'ai passé une partie de mon temps dans une caserne de la Légion, et puisque la Légion est restée au Sahara jusqu'en 1966 et pas en 1962, et aussi avec les Touaregs, parce que c'était un endroit où il y avait énormément de Touaregs, et mon père était soigné, évidemment, toute la population civile, dont les Touaregs. Donc j'ai un souvenir un peu magique, si vous voulez. C'est une Algérie qui a aujourd'hui largement disparu, évidemment. Et c'était quoi l'Algérie des années 60 ? Déjà, si on la compare à l'Algérie d'aujourd'hui. C'est amusant parce que, par exemple, j'ai des photos de moi à l'école à Abadla, donc dans une classe, je suis dans une classe algérienne, c'était juste avant l'indépendance et un peu après, et je suis entouré de tas de petites filles, donc je suis le seul petit garçon quasiment dans la salle de classe. La mixité existait. La mixité existait, avec des petites filles qui sont mortes de rire parce que je suis le seul blondinet de la classe, et voilà, on était élevés tous ensemble, et ça se passait très bien, et j'ai vu en fait, à partir du coup d'État de Boumedienne, donc qui a chassé Ben Bella du pouvoir, Boumedienne a joué sur une certaine islamisation et arabisation, les deux en même temps, de la société algérienne. Et on a vu la société petit à petit se durcir, notamment avec les jeunes qui n'avaient pas connu la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que dans la famille, mon père, on n'avait que des amis algériens. Vous étiez peu nombreux, des Français restés en Algérie surtout, après la guerre. Mais surtout à Abadla, et ensuite après on est remonté à Colomb-Béchar, aujourd'hui qui est devenu Béchar, et à l'époque, je veux dire, la question, il n'y avait pas de problème. En revanche, ce qui m'avait frappé, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur place, il y avait une communauté juive à Béchar. Qui était restée ? Qui était restée. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et j'ai vu... Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Et voilà, j'ai vu partir la dernière famille juive de Béchar. C'était mes amis. En quelle année ? Et un jour, donc ça devait être en 1967. Et après la guerre des 6 jours, peut-être ? C'était peut-être lié à ça. En tous les cas, moi, je comprenais pas bien parce que j'étais jeune encore et je comprenais pas pourquoi ils partaient, parce qu'on était tous là, on se sentait tous algériens, même si moi, j'étais pas né sur place, je suis né à Nancy. Mais en tout cas, les Juifs d'Algérie se sentaient algériens. Ils étaient souvent en Algérie avant les musulmans. Évidemment. Et d'ailleurs, ils avaient un statut bien inférieur à celui des Arabes de l'époque, parce que c'était pas l'Algérie du temps de ce temps-là. Et ce sont les Français, je le rappelle toujours, qui ont affranchi en quelque sorte les Juifs du statut de quasi-esclaves de dhimmi, dans lequel ils étaient maintenus. Donc, à travers le décret Crémieux. Et quand ils sont partis, quand j'ai vu
cette famille partir, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient tristes, vous pouvez pas savoir. C'était vraiment un arrachement. Il y avait pas de raison. C'était des petits artisans. Ils faisaient à la doublure. Donc, évidemment, j'imagine qu'ensuite, ils ont été quelque part dans le Marais, mais je les ai jamais revus. Mais c'était un déchirement. Et D'ailleurs, après, c'est un peu il y en a l'histoire plus de un la seul. famille Drey, hein, c'est pareil. La famille de Julien Drey, pareil. Ils sont venus en France après, dans ces années. Dans ces années-là, voilà, c'est le moment où les derniers Juifs sont partis. Alors, votre héritage, quelque part, c'est quoi? C'est vos parents, vos racines, vos rêves, vos lectures, ou l'école républicaine qui ont forgé l'homme que vous êtes devenu? D'abord, Puisque vous parlez de l'école en Algérie, l'école en France. c'est un ensemble. Je veux dire, d'abord, mon père est un Lorrain, c'est une vieille famille lorraine, qui plonge ses racines jusqu'au au XIVe siècle. Hein, c'est pour vous donner une idée de l'enracinement. Ça me donne le vertige. Voilà, quelque part. oui. Mais moi aussi, quand je regarde l'arbre généalogique, je me dis waouh. Et d'autre part, ma mère, elle était suédoise. Ah oui. Et on a vécu en Algérie. Vous imaginez un peu le bordel dans nos têtes. C'était quand même un peu compliqué, les enfants, de s'identifier précisément, de savoir d'où on venait. Et en plus, en Algérie, mon père, qui lui parlait couramment arabe, parce que pour soigner notamment les femmes algériennes, en dehors de la présence de leur mari, il avait appris l'arabe pour pouvoir chasser les hommes et s'occuper des femmes, qu'elles puissent leur dire quels étaient les symptômes de ce dont elles souffraient, etc. etc. Et pour ma première langue, en 6e, mon père, au lieu de me faire apprendre l'arabe, je savais insulter en arabe couramment. Vous savez toujours, peut-être. Je sais toujours, ça c'est très pratique. Et en revanche, Surtout en Belgique. pour apprendre comme première langue, il m'a fait apprendre l'allemand en Algérie, à 1000 km au sud d'Oran, en plein désert. Et alors, je dis C'est le Lorrain. Voilà, je dis à mon père, mais papa, mais Pourquoi pourquoi est-ce qu'on apprend, tu me fais apprendre l'allemand en Algérie, l'arabe serait plus utile. Et là, il met la main sur l'épaule et dit, mon fils, on ne sait jamais, ils peuvent revenir. Eh oui. Voilà, et tout ça est un ensemble, parce que, je veux dire, cette tradition familiale qui est de dire, on doit être amis avec les Allemands, on doit connaître leur langue, on doit se comprendre pour éviter de se refaire la guerre, apprendre l'allemand en Algérie, dans une école, évidemment, de la République, avec des enseignants tant algériens que coopérants français, parce qu'il y a beaucoup de coopérants français. Donc, dans cette école-là, ce sont mes racines. Je suis devenu... mon apprentissage d'homme se fait dans cette école-là. Et Cette donc- école de grande mixité, où il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Et alors, Aucun. et aujourd'hui? Mais, Pas l'Algérie, mais la France. Hein. Parce que vous arrivez en France en 72. Alors, il y a eu on parlera un peu de l'année. Vous avez passé à la fin des années 60 en France, au moment de 68. Mais quand vous arrivez en France, 72, c'est une autre, disons que quand je un rentre autre en- monde. D'abord, c'est un autre monde. D'abord, je découvre la télévision. Mhm. Vous imaginez le choc. La neige. Mhm. J'avais jamais vu de neige de ma vie, donc c'est quand même un choc. Et puis là aussi, et c'est là où on voit qu'il y avait le grand décalage, le rapport aux filles qu'avait dire en Algérie, les garçons étaient avec les garçons, les filles avec les filles. Je parlais des années 60 où c'était pas comme ça, où il y avait une certaine mixité, mais petit à petit ça se durcissait, puis surtout plus on approchait, je dirais, de l'âge adulte. Et là d'un seul coup, j'arrive en France et là on peut regarder une fille, on peut draguer, on À 12 peut, ans. Non, vous avez 15 ans. 14 ans, 15 quand même. ans, Non, 15 je suis, ans, 15 oh non, je suis très Ouais. tardif. Là, je vous rassure. 15 ans. Et ouais. donc, et ça a été pour moi une sorte de choc, de libération totale, parce que franchement, j'étais pas du tout j'ai été élevé dans un esprit complètement différent, qui était un monde d'hommes d'un côté, un monde de femmes de l'autre. Ça se durcissait petit à petit. Et l'école républicaine d'aujourd'hui? L'école républicaine, Qu'est-ce moi, qui lui manque? en tous les cas, moi, l'école républicaine que j'ai connue, c'est Ouais. pas la même. Mm. Moi, à mon époque, je passe le bac en 1976. Mm. En 1976, on était 25% d'une classe d'âge au niveau du bac. Je veux dire, Aujourd'hui, 25%. c'est pratiquement 100%. Voilà, c'est quasiment 5%. Donc, évidemment, c'était une école qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y avait un respect de l'autorité, on contestait pas les profs, il y avait des chahuts, je vous rassure. Enfin, je veux dire, on a tous connu cette Il époque-là. n'y avait pas de meurtre dans les écoles. J'ai pas le souvenir. C'est Ah. ça, j'essaie de me On souvenir n'avait de cette pas, on époque-là. n'avait pas. Il y avait Parce des qu'on bagarres. respectait les enseignants. Voilà, je pense Hein qu'il y avait le respect des parents qui était fondamental, le respect des enseignants, et c'est vrai quand même, il n'y avait pas de mixité sociale, ça c'est quand même le dire. Moi, l'école que j'ai connue, ni mixité sociale, ni mixité Et ethnique. alors, c'était Pourquoi mieux? Je dis pas que c'est mieux, c'était différent, c'était plus facile peut-être. Ça veut dire que là, on n'est pas confronté au Il y avait moins de même chômage problème. aussi, hein. Il y a moins de chômage. Ça commençait, puisqu'on était, moi quand je Oui, suis mais pas rentré, autant qu'aujourd'hui. c'était en 1972, c'était un an avant la crise de 73, l'explosion du chômage,
79, ça c'est la deuxième choc pétrolier, et là le chômage explose. Mais quand même en 73, ça commençait à devenir plus dur. Et je vous rappelle que c'est à ce moment-là aussi qu'on a fermé les frontières, que donc le regroupement familial a commencé, parce qu'il n'y avait pas de regroupement familial. Beaucoup d'immigrés marocains et algériens qui venaient travailler ici à la demande des entreprises françaises, c'était organisé par l'État français, venaient pour travailler, mais ils construisaient une maison chez eux, ils n'avaient aucune intention de s'établir ici. En 1973, on ferme les frontières et ces décisions, le seul moyen pour les étrangers qui vivaient ici, qui avaient un titre de séjour, de rester en France, c'était de faire venir leur famille. Parce que s'ils repartaient chez eux, ils perdaient leur titre de séjour. Donc c'est à ce moment-là qu'on a pas transformé une immigration de travail en immigration de peuplement, ce qui était pas du tout voulu, hein, c'était pas pensé. C'était juste, il faut plus d'immigrés. Alors, pendant votre jeunesse algérienne, il y a eu un intervalle. 68, vous êtes venu en France. D'abord, est juste de dire que les problèmes de la France d'aujourd'hui viennent de 68. Vous qui êtes les journalistes à Libération, créés par des 68 ans. Mais je peux pas dire ça parce que moi-même. Mais pour ça, je vous pose la question. Oui, mais moi, je peux pas dire ça parce que d'abord, mon père, bien que médecin militaire, détaché à la Légion, était membre du PSU de Michel Rocard, opposant à la guerre d'Algérie. Je veux dire, ça lui a valu des ennuis. Vous n'imaginez pas un militaire opposant à la guerre d'Algérie. Autour de lui oui, ça c'est su évidemment. Ouais. Attendez, il y a des services quand même, il y a des services internes à l'armée qui permettent de savoir ce que disent les militaires. Mais il faut bien savoir que dans l'armée française à ce moment-là, les médecins et le service de santé militaire avaient un statut un petit peu à part. C'était pas des combattants. Mon père, il a jamais tiré sur personne. Il soignait les gens des deux côtés. Il m'a raconté aussi des choses, la façon dont l'armée française se comportait. Là, vous parlez de la guerre d'Algérie. De la guerre d'Algérie, la façon dont pendant la guerre d'Algérie, c'était une guerre absolument épouvantable, notamment. Mais on fera le parallèle avec ce qu'on va parler de Gaza tout à l'heure. Oui, mais là, je peux en parler parce que mon père a été témoin de ce qu'a fait l'armée française, les exactions qu'a commis l'armée française. Il m'a raconté notamment, c'est pour moi quelque chose qui m'a aussi fondé. Il m'a expliqué que les gens qui arrivaient en Algérie et qui étaient les plus opposés intellectuellement à la guerre d'Algérie, qui étaient pour la paix, qui étaient du côté du FLN, ça faisait marrer tous les militaires de carrière en disant vous allez voir où ils vont terminer. Et effectivement, ils étaient confrontés à la guerre. Un matin, ils trouvaient un de leurs camarades, un de leurs amis, etc., tués méchamment par le FLN, et ils basculaient du jour au lendemain dans l'ultra-violence. Et mon père disait, c'était souvent des petits instituteurs de gauche, et souvent ils se terminaient, le deuxième bureau, c'était donc les services de renseignement, là où Jean-Marie Le Pen a sévi à l'époque, les recruter, c'était ceux-là qu'on venait recruter. Et mon père était très dur à leur égard, parce qu'il disait, c'est des gens qui n'étaient pas formés ni politiquement, qui ne connaissaient rien à la guerre, et qui arrivaient dans cet univers d'ultra-violence, et qui étaient évidemment toujours les plus fragiles. Alors les années passent, donc 68 non, hein. Ça n'a pas posé de problème. Non, parce que mon père était du côté des 68 ans. Vous, quand vous étiez en France, vous avez 10-11 ans en 68. C'est ça, j'étais fasciné. Oui. Mais fasciné de voir Cohn-Bendit, la remise en cause de l'autorité du général de Gaulle. Mon père écoutait le général de Gaulle à chacun de ses discours. Je me rappelle, on avait litré, à l'époque il n'y avait pas Internet, parce que chaque fois, de Gaulle sortait un mot qu'il ne connaissait pas. C'est un peu le Macron d'aujourd'hui. Voilà, et mon père était là, le con, notamment ce fameux discours sur le carteron de général. Tout le monde croyait carteron de généraux, pardon, et on croyait que carteron c'était 4, mais non, pas du tout, c'est une mesure. Il savait parler. Il savait parler. Il avait de la culture, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans la classe politique. Alors les années passent, études de droit, militantisme à la CIMAD et France Terre d'Asile, c'est bien ça ? En fait, je suis absolument parce et arrivé à Libération, on va très vite. Voilà, on peut aller très vite. C'est que simplement, moi, je viens d'Algérie, je sais très bien les problèmes que peut poser l'immigration, la difficulté d'intégrer des gens qui sont de cultures différentes, de religions différentes et de classes sociales complètement différentes. Parce que c'est comme si on faisait venir du milieu du 19e siècle des paysans pour travailler dans nos usines aujourd'hui. Vous imaginez un peu le choc. C'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, je connaissais ça. Je préparais une thèse, justement, sur les discriminations dont souffraient les étrangers, et puis la façon d'y remédier. Et par ailleurs, donc, militant, effectivement, pour sauvegarder le droit d'asile, pour maintenir le droit d'asile, militant pour que les étrangers soient traités correctement, une égalité de droit. Et en même temps, j'étais à la Fédération anarchiste. Pourquoi ? Parce que... la Fédération anarchiste ? Oui, pendant plus de 10 ans. Et vous savez qui était à cette époque-là à la Fédération anarchiste ? Pierre Mazot. C'est amusant. Pierre Mazot. Ouais. Ah oui, vous voyez, mais pourquoi ? Mais parce que moi, je me suis toujours méfié de l'autorité et des pouvoirs constitués. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que ceux qui avaient l'autorité avaient tendance à en abuser. Alors donc, on répète. Études de droit, militantisme, CIMAD, France Terre d'Asile, arrivée à Libération,
d'abord de manière un peu, comment on va dire, bénévole à la fin des années 70. Non, c'est 80. Non, mais vous étiez... non, je ne suis pas. 86, vous arrivez à Libé. En fait, j'arrive à Libé tout à fait par hasard en 1984. Moi, je me destinais à être professeur de droit à l'université. Je me destinais pas à être journaliste. Pourquoi je voulais pas être journaliste ? Pourquoi je vais être arrogant ? Parce qu'à chaque fois que je lisais un article d'un journaliste, je lisais Le Monde à l'époque, c'était dans mon domaine. C'était un tissu de bêtises. Et c'était épuisant de lire les journaux en me disant si c'est le cas dans mon domaine, qu'est-ce que ça doit être dans l'ensemble des autres domaines ? Et on avance. Vous avez été formé à la lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre la haine de l'autre. Ah, complètement, oui. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui chez vous de tout ça ? Moi, c'est intact. Moi, je n'ai pas bougé. Ma fenêtre d'Overton n'a pas bougé. C'est la fenêtre d'Overton des autres qui a bougé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont admissibles aujourd'hui qui auraient été inadmissibles. C'est quoi, par exemple, l'histoire de mon journal ? Mon journal, c'est la lutte contre les discriminations, c'est la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la reconnaissance du droit à l'existence d'Israël. Ça ne se discutait même pas. C'est les fondements même de ce qu'était libéré. Et la lutte contre toutes les religions. Alors, à mon époque, c'était davantage la lutte contre le catholicisme. Et, contre les curés, hein. Contre les curés, voilà. C'était à l'époque, ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas du tout la question de l'islam qui se posait dans les années 80. C'est arrivé bien plus tardivement. Ça s'est arrivé au début des années 2000. Alors, et puis, quid du droit à la différence ? Alors ça, moi, j'ai toujours eu une position très particulière. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré, puisque je viens d'Algérie, j'ai vécu en Algérie, et je sais très bien ce que je devais faire quand je vivais en Algérie, ce que mes parents devaient faire, c'est accepter la culture locale. C'est-à-dire, on vivait comme on voulait chez nous, mais par exemple, quand le ramadan petit à petit s'est imposé, s'est imposé dans l'espace public... Vous ne mangez pas ? On ne mangeait pas à l'extérieur, on ne fumait pas à l'extérieur. C'est une question de respect. C'est une question de respect. Donc moi, je considérais que le droit à la différence, oui, mais chez soi en privé. Sinon, c'est le droit à l'identité au sens de l'identité. Et on doit respecter l'identité des autres, de la société d'accueil. Et ça veut dire que, vous dites aussi aujourd'hui que les gens, les Français qui ne sont pas d'origine française au départ, doivent respecter... mais j'en suis en France. Mais je suis persuadé. Les us et coutumes françaises. Absolument, j'en suis absolument persuadé. Si on veut s'intégrer dans une société, eh bien évidemment qu'on respecte ce qu'est cette société. Si j'émigre aux États-Unis, je ne m'appellerai plus Jean, je m'appellerai John. D'ailleurs, j'ai donné des noms à mes enfants parce que je pensais qu'ils iraient vivre aux États-Unis un jour, qui leur permet qui se prononcent très bien en anglais ou en français, etc. Je veux dire, c'est normal et je ne vais pas imposer mes croyances, etc. Mon frère qui a vécu là-bas pendant 5 ans au Texas, on lui posait sans arrêt la question de savoir quelle était sa religion. Quand il expliquait qu'il était athée, ça ne passait pas. Ne passait pas. Et donc, il a dit à la fin qu'il était catholique, et comme ça, on lui fichait une paix royale. Assimilationniste ou intégrationniste ? Je suis assimilationniste, ça c'est clair, c'est-à-dire, parce que l'intégration, c'est un côté faux cul. C'est-à-dire, on ne sait pas... Parce que moi, je vais vous dire le bémol. Hein, souvent, on considère que l'assimilation, c'est gommer l'héritage qu'on a en soi. Non, jamais. Non, mais je vois. Ouais. Mais moi, je pense c'est que ça le débat entre intégration et assimilation. Mais je ne le pense pas. Je veux dire, l'exemple, c'est notamment la communauté asiatique qui, elle, joue l'assimilation à fond. Par exemple, ils ont souvent 2 prénoms. Le prénom pour vous et moi, donc souvent qui est un prénom européen, et ils gardent leur prénom asiatique chez eux. Je vais vous dire, c'est un peu comme ça chez les Juifs. Vous avez un prénom à connotation française, et puis vous avez aussi un prénom juif, hébraïque, deuxième prénom. Voilà, mais parce qu'il faut jouer ce jeu-là. Je veux dire, on ne cherche... Évidemment, la société d'accueil se transformera au fil du temps, mais ça ne s'imposera pas. C'est-à-dire, on est passé du bœuf bourguignon au couscous, comme pas préféré des Français. Et bien, voilà, l'évolution se fera. C'est ce qu'on appelle l'acculturation, mais ça ne s'impose pas brutalement de l'extérieur. C'est juste pas possible. Alors, vous parliez du journalisme tout à l'heure. Quelle est votre conception du journalisme ? Est-ce qu'un journaliste se doit d'être objectif ou plutôt honnête avant tout ? Alors, moi, j'ai toujours considéré vous considérez comme journaliste objectif d'ailleurs ou pas ? Non, je me considère pas comme journaliste objectif. Est-ce que ça peut exister ? Non, ça peut pas. L'objectivité, c'est vraiment un truc d'école de journalisme, ça. On n'est pas objectif. Je veux dire que, par exemple, lorsque vous choisissez de mettre en une, je sais pas, prenons un exemple neutre, Gaza. Plutôt que l'Ukraine. Ou alors, vous savez, quand vous prenez un exemple neutre, Libération récemment,
génocide. Même sans les là, sur un fait simplement. Et si on met en une, par exemple, plutôt Gaza que l'Ukraine, c'est plus déjà objectif, parce que pourquoi l'un plutôt que l'autre? Si vous traitez tel accident plutôt que tel accident, tel fait divers plutôt que tel fait divers, etc., vous n'êtes pas objectif. La hiérarchie de l'information, c'est subjectif. Donc ce qu'on doit à nos lecteurs, et moi je considère que c'est la base du journalisme, c'est l'honnêteté. Je dis toujours à mes lecteurs d'où je parle, et j'essaye... Ça veut dire quoi, d'où vous parlez? De gauche. Par exemple, je suis un homme de gauche, social-démocrate. Je suis un... On en parlera tout à l'heure, vous n'êtes pas LFI, quoi. Ah non, pas du tout. Je suis libertaire autant sur le plan économique que sur le plan sociétal. Ça va très loin sur le plan sociétal, par exemple le droit à mourir, etc., au suicide assisté, etc., etc. Donc, sur cet aspect idéologique, je le dis à mes lecteurs. Par exemple, je suis européen, je suis fédéraliste. Je l'ai toujours dit, je ne le cache jamais. Mais c'est pas pour ça que je vais vendre une sauce fédéraliste à mes lecteurs. Je veux dire, il faut penser, le journalisme, c'est penser contre soi. Non, contre soi. Moi, j'ai fait des enquêtes depuis que je suis à Bruxelles qui ont plus déstabilisé l'Union européenne que ne l'ont jamais fait les europhobes. Notamment cette sur Edith Cresson. Alors, sur Edith Cresson, qui a abouti à la démission de la commission Santerre. Mais je veux dire, je multiplie les... Il y a aussi une enquête qui a marqué, celle sur Dominique Strauss-Kahn. Alors ça, c'est un papier. Ça, mais surtout 2007, sur le... Voilà, ça, on peut y revenir après, si vous voulez, sur le journalisme, justement, qui a du mal à accepter qu'on ne pense pas comme tout le monde. Mais moi, en tous les cas... Oui, parce que souvent, les journalistes, il faut penser comme les autres. Il faut penser comme les autres. Et moi, je refuse. Donc, c'est pas parce que je suis pro-européen que je vais faire des papiers pro-européens. Et c'est ça l'honnêteté. C'est-à-dire, mes lecteurs savent que, en plus, lorsque je suis critique de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est fondé, parce que ça touche juste. Et je refuse de laisser mon idéologie l'emporter sur les faits. Et c'est ça le journalisme pour moi. Et il y a un thème qui doit vous parler en tant qu'homme, citoyen, journaliste à Libération, l'immigration. Comment on contribue honnêtement au débat sur l'immigration? Est-ce que ça vous choque de constater que certains politiques mêlent immigration, délinquance et même surpopulation carcérale? Le problème fondamental qu'on a, c'est que pendant des années, justement, on a été politiquement correct sur l'immigration. Ça veut dire quoi, politiquement? Ça veut dire qu'on refusait de nommer les problèmes de peur d'être accusé de racisme. Moi, je me rappelle, c'était donc au début, donc au milieu des années 80, où à Libé, on a osé faire un événement, bon, c'était une grande bataille interne, un événement sur la population carcérale, où on montrait que la très grande majorité des détenus étaient d'origine immigrés. Au milieu des années 80? Au milieu des années 80. Donc ça doit être, j'essaie de me rappeler la date, ça fait 40 ans? Ça fait 1980-88, ça devait être dans ces eaux-là. Donc on avait réussi à faire cet événement, et qui était un événement... Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Oui, mais pourquoi qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on dit, voilà, les faits, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait plein d'explications. Milieu social, surreprésentation des hommes jeunes, les biais policiers et les biais judiciaires. Donc tout ça s'expliquait, mais il faut le dire. Or, pendant des années, on ne le disait pas. Et pourquoi ça a fait la fortune du Rassemblement national, d'après vous? Parce qu'ils disent, on nous ment. Donc, il faut dire, voilà, quels sont les faits, même si ça nous déplaît. Un fait peut nous déplaire. Moi, vous savez, je croyais que je suis content quand je découvre que l'Union européenne fait mal quelque chose, que... parce que vous êtes un europhile. Ah, mais un europhile convaincu, je dis, un fédéraliste européen. Et donc, moi, je considère que même si ça fait mal, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les nommer, et parce que ce n'est pas en ne nommant pas les choses qu'on va changer le réel. Et encore une fois, en faisant ça, et une grande partie de la presse de gauche est responsable de cela, on a fait le jeu du RN qui a pu dire « Regardez, on vous ment ». Et aujourd'hui, on est en train de ramer derrière le RN, puisqu'on est obligé de reconnaître effectivement qu'il y a des problèmes que pendant des années, on a passé sous le tapis. Je crois que d'ailleurs, en vous ment, c'est ce que les Gilets jaunes ont dit de vous. C'est ça, Ah bah les Gilets jaunes, de grands amis, ceux-là. Voilà. Alors, retour à votre environnement familial. Vous allez voir de quoi je vais vous parler. Je crois que vous avez gardé en tête, Jean Quatremer, ce que votre père vous a raconté de la guerre. Et ça correspondait à l'histoire de votre grand-père. Alors c'est très intéressant parce que c'est effectivement, ça c'est un élément aussi fondateur de ce que je suis, parce que c'est quelque chose qu'il nous racontait régulièrement. Qui est votre père? Mon père. Donc en juin 1940, ma famille, c'est une vieille famille maurassienne, anti-dreyfusarde, donc antisémite, profondément antisémite, parce que c'était ainsi qu'était la Lorraine. La Lorraine a été une des premières régions de France à chasser les Juifs qu'elle avait sur son territoire. C'est quelque chose qui est très, très, très identitaire chez les Lorrains. Très marquant. Et mon grand-père, c'est mon père qui me raconte ça, donc réunit
au lendemain de la défaite française. Donc 1940. En juin 40, et réunit donc sa femme et ses 6 enfants, dont mon père au milieu, et en disant, voilà, écoutez, les enfants, je vous annonce que la France a hélas perdu la guerre. C'est pas grave, on va être occupés quelques mois, quelques années, mais les Allemands sont des gentlemen, ne vous inquiétez pas, et à toute chose, malheur est bon, ils vont nous débarrasser des Juifs. Et mon père me dit à ce moment-là, ne crois jamais ceux qui te disent qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc ils savaient, voilà. C'est ça qui est important. Mon père juin me dit, 40, ils vont nous débarrasser des Juifs, votre grand-père. Voilà. Alors il dit pas qu'il pensait évidemment pas à la chambre à gaz, etc. Il pensait qu'on allait les prendre, les déporter, les envoyer ailleurs. Donc c'était dans la tête des gens. La tête des gens. Mais l'antisémitisme à l'époque était absolument incroyable. Je veux dire, Le Temps, par exemple, qui était le prédécesseur du Monde avant la guerre, ce qui titrait le Juif Mandel à propos d'un ministre de la République, le Juif Mandel. C'est un truc hallucinant. Et alors, votre père, quels enseignements il en a tiré de la France antisémite de Vichy comme il l'a vécu? Pour lui, l'antisémitisme, c'était quelque chose de terrifiant. Il fallait se battre contre ça. C'était injuste, quoi. Il a vu son propre père sombrer dans cet antisémitisme. Même à 12 ans, il avait 12 ans à l'époque, il était sidéré d'entendre, 10 ans au moment de la défaite, d'entendre son père dire une chose pareille, parce qu'il ne comprenait même pas. Il savait même pas comme il y avait quasiment pas de juifs en Lorraine, il comprenait pas de quoi on parlait, c'est quoi un juif. Et donc il vous a mis ça dans votre tête? Dès le départ, il nous a appris à refuser, à se battre contre l'antisémitisme, le racisme en général, évidemment. Le racisme, c'était tellement pas... Je veux dire, c'était mon père, en Algérie, autant par exemple, il nous racontait le racisme des grands latifondistes, des propriétaires terriens. Et pour lui, la guerre d'Algérie sera arrêtée si on avait passé devant un peloton d'exécution quelques centaines de propriétaires terriens, et il dit après on aurait très bien pu... Lui, il était assez brutal, c'est un militaire quand même de la Légion, et il considérait que la guerre se serait arrêtée. Et lui, donc le racisme, c'était une question qui se posait même pas. Il disait que les grands propriétaires terriens étaient racistes. Il m'a raconté des scènes épouvantables de la part de la façon dont ces propriétaires se comportaient à l'égard des Algériens. Mais lui, mon père, en tous les cas, c'était quelque chose qui était profondément étranger. Et c'est cet héritage-là que je l'ai, évidemment. Alors, héritage, on va passer des années et des années, à entendre vos chroniques sur LCI, à vous lire. Vous paraissez fasciné par Israël. C'est juste ou pas? Non, je suis pas fasciné par... fasciné. Je n'ai jamais, et dans ma famille ça a toujours été le cas, le droit à l'existence d'Israël n'a jamais été questionné. Voilà, c'est aussi simple. Et pour des raisons historiques, des raisons politiques, des raisons de post-Shoah, mais parce que quand les gens vous disent que c'est une colonisation, mais je ne sais pas d'où ils tirent cette idée-là, parce que comme s'il n'y avait pas de juifs au Moyen-Orient avant 1948. Je veux dire, non, vous vous trompez, lisez l'histoire. Lisez. D'ailleurs, je vous entends parler, colonisation, on va en parler. C'est une analyse qui diffère totalement de celle, par exemple, d'Aïna Schitterman dans Libération. Ah, mais complètement, oui. Mais il peut le dire. Mais moi, je veux pouvoir dire l'exact inverse. Le journalisme, encore une fois, ce n'est pas une unité de pensée, ce n'est pas la pensée unique, c'est le débat. C'est accepter que l'autre ne pense pas comme vous et qu'on représente, et moi, c'est mon combat à Libé, l'ensemble de la gauche soit représenté de LFI, voire à la gauche de LFI, si ça existe encore, jusque, je dirais, au Parti socialiste, place publique, etc. C'est ça. Et la gauche ne pense pas forcément la même chose sur Israël, sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'intégration, sur la place de l'islam dans la République, etc. etc. Dire, on a le droit d'avoir ces débats sans se faire insulter, sans se faire traîner dans la boue, comme cela arrive, hélas, trop souvent dans le débat français. Et ça vous arrive. Ça m'arrive, oui, plus souvent qu'à mon tour. Colonisation, fait colonial. Où on arrête le curseur dans la lutte contre le colonialisme? Mais ça n'a aucun sens parce que, encore une fois, je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Parce qu'on part du fait que beaucoup aujourd'hui disent, notamment LFI, Israël-Palestine, conflit du Proche-Orient, c'est une guerre coloniale. Non, mais d'abord, il n'y a pas un État qui existe au monde parce que Dieu a décidé de le créer. C'est-à-dire, il n'y a pas un État qui ne se soit pas créé par la conquête, par la violence. Ça n'existe tout simplement pas. Je ne connais pas un État, je ne connais pas une culture au monde qui n'ait pas le fond de la culotte sale. Donc, avant de grimper un arbre, il faut regarder sa propre culture. Je veux dire, parlons de la conquête arabe. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous croyez que les Arabes, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Afrique depuis l'origine? Évidemment pas. Ils étaient en Arabie Saoudite. La première chose, c'était la conquête arabe. Mais avant, il y a eu la conquête ottomane aussi, la conquête romaine, les Phéniciens, les Grecs, les Perses, etc. Je veux dire, on arrête où le curseur? Et à partir de quel moment on considère que
je dirais qu'une présence sur un territoire est légitime ou illégitime. Ça, c'est super intéressant. À partir de quand ? Je veux dire, à partir de 70 ans, 3 siècles, on remonte à 5 siècles. 1000 ans. Voilà, 1000 ans. Je veux dire, ça n'a aucun sens. L'histoire est complexe. Donc, quand je vois ces gens qui sont là avec des solutions, des solutions simples, mais c'est hallucinant. Qu'ils aillent sur place voir, ils vont voir s'il y a des solutions simples. Ça m'intéresserait. Il y en a qui sont allés voir, on va parler de Rima Hassan. Vous baignez dans un milieu de gauche à Libération. Cette nouvelle identité de gauche, LFI, les Insoumis, ça vous fait penser à quoi ? Et vous en pensez quoi ? Mais moi d'abord, ça m'est totalement étranger parce que la gauche communautariste, j'avoue que c'est une nouveauté en France. Ça, qu'est-ce que vous appelez la gauche communautariste ? C'est-à-dire là, on joue clairement une communauté, la communauté musulmane, qu'on imagine. C'est LFI. C'est LFI, bien sûr. Et donc, c'est la LFI qui joue une communauté musulmane qui est essentialisée. C'est hallucinant, c'est du racisme. Comme Mélenchon essentialise aussi un certain nombre de juifs, comme il a fait pour Jérôme Gage. Exactement. Donc là, c'est en fait, en gros, tous les musulmans seraient tous islamistes et les islamistes pensent telle chose, etc. Donc, là, vous partez des déclarations de Mélenchon et de ses proches de la secte. De la secte ou de la meute, comme vous voulez, pour arriver à cette conclusion. Exactement. Et donc là, ça veut dire que quelque part, c'est du racisme chez eux ? Je pense véritablement, oui. Et vous savez, c'est pas moi qui le dis, il suffit juste de lire le dernier rapport de l'Office de protection allemand de la Constitution, l'Office fédéral de protection de la Constitution, qui a fait un rapport là, qui vient d'être publié allemand. On parle de l'Allemagne, donc ce sont les services secrets allemands, si vous voulez, qui vous disent que l'extrême gauche, maintenant, ils parlent des 3 A de l'extrême gauche, anticolonialisme, anticapitalisme et antisémitisme. C'est dans un rapport officiel. Et on peut dire ça de la France ? Et on peut dire ça de la France. Donc de LFI ? Non, mais je vous pose la question. Mais moi encore une fois, LFI, c'est hallucinant de la part de Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, de la part de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est hallucinant, c'est quand on se rappelle du Mélenchon. C'est les 3 anticapitalisme, anticolonialisme, antisémitisme. Et LFI, c'est ça ? C'est la gauche radicale. Hélas, qui s'est perdue là-dedans. Donc les triple A. Et ce qui est hallucinant de la part de Mélenchon, c'est qu'avant 2009, il n'était pas comme 2019, pardon, il n'était pas comme ça. Écoutez ses discours sur l'islam, sur la laïcité, sur le voile, sur l'antisémitisme, c'est impeccable. On l'a connu. Et du jour au lendemain... Son hommage à Charb. Voilà. Et du jour au lendemain, à partir de 2018-2019, c'est la grande bascule. Il a brillé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois, évidemment, c'est toujours, vous savez, c'est toujours à la limite, lui ou c'est une partie des gens qui sont autour de lui. C'est ce que j'appelle, moi, le sifflet à ultrasons antisémite. Vous savez quoi ? C'est-à-dire que vous avez un sifflet à ultrasons, les antisémites savent ce qu'il dit. D'accord ? C'est des mots codes qui permettent. Alors aujourd'hui, il y a 2 mots codes pour dire pour ça. C'est vraiment le génocidaire. On est tous génocidaires. Si on n'est pas dans le camp du Hamas, on est génocidaire. C'est quand même assez extraordinaire. Quand même. Siffler à l'ultrason antisémite. Voilà, c'est pour moi c'est ça. Fois que j'entends ça. Et donc comme on fait au chien, quoi. Exactement, c'est-à-dire que vous identifiez de très 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 loin le vocabulaire qui est employé et antisionisme. Et là, donc ça veut dire, attendez, je précise les choses, c'est-à-dire que les antisémites, ils comprennent ce langage. Ils comprennent parfaitement ce langage. Et donc ils adhèrent. Quand on traite tous les juifs de génocidaires ou de sionistes, tout le monde comprend ce que l'on veut dire. C'est quoi ? Voilà, c'est de l'antisémitisme. Est-ce qu'il faut considérer la France insoumise comme l'un des lieux de l'entrisme de l'islamisme des frères musulmans ? Vous savez, moi, vous qui connaissez la Belgique. Voilà, j'allais le dire. J'allais partir de la Belgique. J'ai vu en Belgique, en fait, un entrisme des frères musulmans, ou des islamistes, parce qu'il n'y a pas que les frères musulmans. Actuellement, on fait une fixation sur les frères musulmans, mais il y a plusieurs mouvements fondamentalisme qui ont fait de l'entrisme. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique ? Eh bien, vous avez des partis politiques, notamment le Parti socialiste francophone, qui a parié sur la communauté musulmane, qui a négocié avec la communauté musulmane. Notamment à Molenbeek ? Notamment à Molenbeek, mais il n'y a pas qu'à Molenbeek, il y a Anderlecht, il y a Evere, etc. Donc communauté musulmane, communauté turque aussi, il y a eu des accords quand elle passait avec la communauté turque, parce qu'il y a une forte communauté turque à Bruxelles, et ils ont passé des accords, en gros, c'était, vous votez pour moi, je vous apporte quelques centaines de voix, ça suffit à gagner une élection en Belgique, quelques centaines de voix, et à partir de là, vous nous fichez la paix, on fait ce qu'on veut dans nos mosquées, on fait ce qu'on veut dans nos écoles, etc. etc. Dire que le Parti socialiste en Belgique, par exemple, il soutient l'abattage rituel, il soutient le port du voile dans le service public, etc., etc. Et donc c'est ce que Mélenchon fait en France ? Et alors, on a vu pendant des années, on n'a pas vu que on voyait plutôt la promotion
rapide de gens d'origine étrangère, immigrés, surtout du Maroc. C'est essentiellement une migration marocaine. Et je dis, tiens, ça fonctionne bien. Mais on n'avait pas vu que derrière, donc il y avait cette promotion, il y avait souvent des mouvements islamistes. Le résultat, c'est quoi? C'est que ils ont pénétré le Parti socialiste, les écologistes, c'est une catastrophe chez les écologistes, une partie des anciens démocrates chrétiens, il faut quand même le faire, des anciens démocrates chrétiens francophones et des libéraux. Ils ont pénétré ces différents mouvements et aujourd'hui, vous avez il y a un risque du même type en France avec LFI ou pas? Pour moi, il y a un risque. Et les filles jouent déjà le communautaire, ça, ils s'en cachent même pas. Il suffit de lire le livre de Ruffin, il le dit clairement. Dans La Meute, c'est dit clairement. Donc aujourd'hui, c'est plus un mystère pour qui que ce soit. Et est-ce que c'est un risque? Non, parce que nous, on a la laïcité. Et parce que, heureusement, à part et les filles et les Verts, faut pas sous-estimer aussi la dangerosité d'Europe Écologie Les Verts. À part ces deux mouvements-là, les autres résiste extrêmement bien. On avance, il reste peu de temps, beaucoup de questions. Vous parliez tout à l'heure du terme génocide et aussi guerre coloniale, otage d'Israël, s'agissant des membres français de la flottille, parmi lesquels Rima Hassan qui est rentré jeudi à Paris. Qu'est-ce que vous inspire ce choix de mots par, j'allais dire, la meute de la France insoumise? Mais je trouve choix des mots. Mais ce qui était très étonnant, d'abord, c'est comment la guerre à Gaza s'est imposée dans le débat politique français. Nous ne sommes pas impliqués dans ce conflit. Nous ne sommes pas impliqués. Les Juifs français, à part un ou deux qui ont fait leur alia et qui éventuellement ont été combattre sur place, ne sont pas impliqués dans ce conflit. Nous n'avons pas de ressortissants sur place. C'est pas quelque chose qui nous concerne. Notre sécurité n'est pas mise en cause. Ce qui nous concerne davantage, c'est l'Ukraine. C'est ça, l'Ukraine. C'est l'Européen qui parle. Voilà. Oui, mais c'est l'Ukraine, ça veut dire qu'on a un risque de guerre sur notre territoire. Et on avance. Et donc, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a cette fixation sur ce conflit, qui est pas l'un des plus, qui est terrible. Attendez, vous n'allez pas me faire dire que c'est pas quelque chose. Et je soutiens pas la politique de Netanyahou, je tiens à le dire. Mais pourquoi cette fixation? Pourquoi on n'a pas parlé autant? On parle toujours pas d'ailleurs de ce qui se passe au Congo. Pourquoi on en parle de temps en temps? Les Ouïghours, le Soudan, le Yémen, l'Irak, la Syrie, etc. Notre news, c'est ça? C'est simple, oui, parce qu'il n'y a pas de juifs dans le secteur. Et c'est incroyable. Je veux dire que c'est quand même... Israël, c'est minuscule, d'accord? Il y a 10 millions d'habitants, dont 6 millions de juifs, 6 millions et demi, je crois, de 13 millions de juifs dans le monde sur 8 milliards d'habitants. Hein. Voilà, c'est exactement. Et donc, il y a 1,5 milliard de musulmans entre l'Afrique et le Moyen-Orient, et une fixation sur Comment vous l'expliquez en avance? Pour moi, c'est parce que il y a le vieux fond antisémite de l'Europe qui se réveille. Il y a trois facteurs, il y a trois sources de cet antisémitisme, comme le dit très bien l'Office fédéral allemand de protection de la Constitution, l'extrême gauche, qui maintenant s'assume antisémite au nom de l'antisionisme. Ce que disait Jean Kilevitch, l'antisionisme, c'est la façade présentable de l'antisémitisme. Le vieux fond antisémite de l'extrême droite, qui est toujours là, il ne faut pas sous-estimer le danger que présente l'extrême droite. Et enfin, l'antisémitisme de l'islamisme. Je veux dire, il faut se rendre compte que si le Hamas, c'est un truc qui me rend fou, si le Hamas avait la puissance de feu d'Israël, il n'y aurait plus un juif vivant. Là, on aurait vu un génocide. Ça serait la Palestine, comme dit Rima Hassan, du fleuve à la mer. À la mer. Hein. Voilà. Et c'est ça la réalité. Et donc là-dedans, LFI et les filles jouent sur ce triple antisémitisme, et a réussi à focaliser tout le débat français. Ça, c'est sa réussite, hein, c'est incroyable. Elle a réussi à focaliser le débat français sur cette question-là. Vous vous rendez compte, depuis que Trump est là, l'ordre international a explosé en plein vol. On risque un conflit mondial. On envisage plusieurs pays envisagent de sauter de l'arme nucléaire. On sait très bien que le commerce international est en train de déraper. Et de quoi on parle? D'un conflit à Gaza. C'est complètement hallucinant. Alors, un conflit à Gaza, il reste 7 minutes, beaucoup de questions. D'ailleurs, par rapport à l'emploi du terme génocide, Delphine Orvillers, Johan Sfarad, Sinclair, BHL, Finkielkraut ou Denis Oliven, que vous connaissez bien, critiquent la poursuite de la guerre d'Israël à Gaza. Mais ils ne reprennent pas à leur compte, au contraire, les accusations de génocide. Ils disent que ce n'est pas un génocide. Non. Et vous? Moi, je le dis depuis le début. Dès février 2024, j'ai écrit un article dans Libération
publié sur le journal, dans le journal, où je dis le génocide, c'est le terme de trop. C'est un génocide. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on utilise le mot génocide. Si, je sais pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que génocide, normalement, dans les sanctions... Le sifflet à ultrasons. Là, c'est le sifflet à ultrasons. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, dans le droit international, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, ce sont les mêmes sanctions. Il n'y a pas un degré de gravité. Mais quand on dit que les Juifs victimes de la Shoah commettent un génocide alors qu'ils font une guerre, qu'ils mènent une guerre qui tue des civils, mais dans tout, je ne connais pas une guerre où on ne tue pas de civils, eh bien, c'est une façon de nier la spécificité de la Shoah et de dire que ce qui fonde la particularité justement de l'histoire juive, c'est-à-dire ce crime que nous avons, nous, Européens, commis tous ensemble contre les Juifs, au fond, eh bien, il est effacé par ce qui se passe à Gaza. Et donc, les Juifs perdent quelque part et les Israéliens, mais parce qu'ils ne parlent pas des Israéliens, ils parlent des Juifs en général. Ouais. Et les Juifs en général ne peuvent plus revendiquer d'avoir été victimes de la Shoah. Si ce qui se passe à Gaza est un génocide, ça veut dire que toute guerre est un génocide. Et si toute guerre est un génocide, il n'y a plus de génocide. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la guerre. Et donc, les Juifs n'ont pas été victimes d'un génocide, ils ont été victimes d'un point de détail de l'histoire, comme disait Jean-Marie Le Pen. C'est ça qui me terrifie. Et alors, des points de détail de l'histoire, il y en a beaucoup tous les jours chez LFI ? Point de détail de l'histoire. Je pense que oui, il y en a beaucoup, dans le sens où, encore une fois, employer le mot génocide pour ce qui se passe à Gaza, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou qui sont profondément, qui ont une vision génocidaire de la politique. Ça, on a vu des déclarations qui font qu'il y a deux ministres... Ben Gvir et Smotrich, voilà, qui font l'objet maintenant de sanctions de la part du Royaume-Uni, et on devrait tous les sanctionner parce qu'ils ont tenu des propos inacceptables. Donc voilà, Et alors on avance sur 5 minutes, beaucoup de questions. Depuis le pogrom du 7 octobre, parce que pour vous aussi c'est un pogrom, LFI, plus globalement la gauche, PS, Vert, mais aussi les médias reprennent systématiquement à leur compte les chiffres du Hamas, c'est-à-dire les 53 000 morts civils et aussi le point de vue, les thèses du Hamas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rapidement. Dès le mois de novembre, vous vous rappelez quand un hôpital a été soi-disant bombardé par Israël et on a annoncé une demi-heure après... des 53 000 morts civils. Oui, mais on a annoncé 5 minutes après qu'il y avait 700 morts. D'abord, comment on peut savoir qu'il y a 700 morts parce que si l'hôpital a été bombardé? Et moi, je fais tout de suite des tweets en disant mais mes chers confrères, faites attention, on ne sait pas ce qui s'est passé. Attendez, parce qu'il y a une seule source, c'est celle du Hamas. Et non, on a considéré dès le départ, et ça je ne le comprends toujours pas, que le Hamas était une source fiable. On croit davantage le Hamas que l'Israël. C'est incroyable. Ça vous choque ? Mais c'est scandaleux. Je veux dire, est-ce qu'on aurait cru l'État islamique ? Si l'État islamique, on a fait la guerre à l'État islamique, quand même, il faut se rappeler qu'on a tué environ 2 civils et demi par combattant à Mossoul, au moment où la coalition, dont nous-mêmes, lorsqu'on combattait l'État islamique. Ici, il y a quelques mois. Voilà, il y a eu des milliers de morts civils. Mais bien sûr, les Américains ont tué combien de centaines de milliers de musulmans en Afghanistan et en Irak. On avance, l'histoire de la flottille. L'histoire de la flottille. À partir du moment... C'était un bateau. Un bateau de luxe. Oui. À partir du moment où vous ne reprenez pas à votre compte les informations du Hamas ou de LFI, vous êtes considéré comme relayant la propagande israélienne, notamment par Bompard, Mélenchon, Panot et compagnie. De toute façon, moi, à chaque fois que puisque je ne repartage pas les analyses effectivement portées par LFI et par d'autres, lorsque je critique le fait qu'on reprenne les chiffres du Hamas en disant dans le passé, ils ne se sont pas trompés, donc on va continuer à les croire, alors que là, on a affaire à une guerre informationnelle, perdue d'ailleurs par Israël. Israël a perdu la guerre informationnelle. Ça, je le tiens à souligner, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait des journalistes sur place, c'est un peu de leur faute, ce qui arrive. À partir de là, on est accusé d'être payé par l'ambassade d'Israël. Et c'est quoi cette accusation ? Vous avez déjà eu, on vous a déjà accusé ? Mais bien sûr. Blast notamment ? Mais Blast, mais pas que. Je veux dire, des confrères qui disent clairement que je reprends les arguments de l'ambassade d'Israël. Parce que pourquoi je vous parle de Blast ? Blast a fait un portrait à charge contre vous. Oui, mais Blast qui était présent sur le bateau. Pour moi, c'est l'extrême droite qui je vous dis. Blast. C'est le fascisme de gauche, si vous voulez. Blast. Blast. Franchement, je ne veux même pas en parler parce que je trouve c'est tellement ridicule que c'est à en pleurer. Mais encore une fois,
dès que vous dites ça, eh ben vous êtes payé par Israël. Or, c'est quoi payé par Israël? C'est quoi là, c'est le sifflet à l'ultrason. Ça veut dire que c'est le complot juif. Les juifs, ils sont partout. Les médias, ils économisent les médias. Et puis, et ils ont l'argent. Et ils ont l'argent. Hein, ils ont l'argent. Eh bien, cher auditeur, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas payé. Je ne suis pas assuré, là, c'est gratuit. Je n'ai jamais été contacté par les autorités israéliennes. Je pense par moi-même. Et c'est intéressant de vous entendre. LFI organise désormais des manifestations tous les 2 jours sur Gaza. Encore une hier samedi, à la gloire du Rémi Hassan, rentrée d'Israël. Hein, pourquoi pour ces manifs ça peut rapporter gros? Manifestement, ils ont réussi. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette... D'ailleurs, Rémi Hassan, vous la voyez à Bruxelles? Vous avez non, je la vois pas. Pourquoi elle n'y est pas? D'abord, elle s'occupe que de Gaza. Donc, moi, personnellement, au niveau européen, je m'occupe assez rarement de Gaza. Vous êtes souvent au Parlement européen. Et donc, j'évite de croiser Rima Hassan et tous les gens de LFI. Qu'est-ce que vous en pensez de Rima Hassan? mais donc, le fait que le LFI a réussi quelque chose, encore une fois, mais c'est de la faute des médias, parce qu'au lieu de mener des enquêtes sur qui finance, qui est derrière ça... qui finance la flottile, d'ailleurs. Qui finance la flottille du Hamas. Voilà, exactement. Sur le bateau, un certain nombre d'activistes, dont un Brésilien qui était allé aux obsèques de Nasrallah en prononçant un discours à sa gloire. Mais c'est incroyable. Je veux dire que tout ça, on aurait dû le lire dans la presse française. On l'a lu où? Dans la presse anglo-saxonne. Et puis finalement, dans le Franc-Tireur notamment, où ils ont sorti ces informations, et sur LCI, où ils ont repris ces informations-là. Je veux dire, on n'a pas mené d'enquête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que LFI a réussi son coup, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, la flottille, c'est plusieurs milliers de manifestants pour soutenir Rima Hassan, qui n'a jamais risqué quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas un manifestant, quelques dizaines par-ci par-là, pour les otages qui sont détenus quasiment depuis 2 ans. Ça vous fait mal? Mais oui, mais c'est monstrueux. Ça veut dire qu'on s'en fout. Un juif, la vie d'un juif ne vaut rien aujourd'hui en France. Tout le monde s'en fiche. C'est dur d'entendre ça. Mais oui, vous vous rendez compte, quand il y a eu des Français enlevés au Liban, donc, si vous dites dans ça, les années 80, tous les jours, il y avait ils sont détenus, c'était Jean-Paul Kaufmann, détenu depuis 380 jours. Ou Georges-Marc Bruno. Voilà, exactement. C'est tout un nombre de gens qui étaient détenus. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Et pourtant, il y avait des Français parmi les otages. Il y avait des Français et tout le monde s'en est fichu. Franchement. Oui, ça me fait mal. Donc ça veut dire que c'est... Et que parler d'otages pour Rima Hassan, qui a été arrêté par un État démocratique, qui lui a proposé qui lui a payé l'avion pour rentrer et parler d'otages, mais il faut avoir instrumentalisation, a dit François Bayrou. Oui, mais il faut avoir oublié ce qu'est la honte. Caron, vous avez quelque chose à en dire de lui, l'ex-défenseur des animaux. Le problème, c'est que je sais que des enfants nous écoutent et donc je vais rester poli. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Je vais rester poli, voilà. Dernière question, vous vivez en Belgique où l'appareil politique est contaminé par le communautarisme et l'islamisme, comme vous venez de dire. On est plus heureux en France ou en Belgique? On est mieux en France de ce point de vue-là. Ouais. La France, elle a un rempart extraordinaire qui est la laïcité. Ouais. Il y a 2 choses. C'est que je pense que LFI ne gagnera pas ce combat-là. La France reste le premier pays qui a reconnu la pleine citoyenneté aux Juifs. Et c'est quelque chose de fondamental. Mais il ne faut pas oublier les autres racismes. Ça, je préfère le dire ici. Je le répète moi-même, il ne faut absolument pas oublier les autres racismes. Aucun racisme n'est tolérable. N'est acceptable. Aucun. Tous les racismes doivent être combattus. De s'en prendre à un musulman parce qu'il est musulman, c'est inacceptable. En revanche, on peut critiquer évidemment la religion, quelle qu'elle soit. On peut critiquer Netanyahou sans remettre en cause l'existence d'Israël. Voilà. Et c'est ce qui se fait en Israël. Et c'est ce qui se fait en Israël. Il faut soutenir la gauche israélienne qui tous les jours se mobilise contre Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. La gauche et le centre. C'est juste l'apprentissage de la complexité. Merci en tout cas Jean Quatremer d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.